Conte à l'ouest. Conte à l'ouest. Conte à l'ouest. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la radio Quartier des Ondes et c'est le retour de votre émission littéraire préférée avec les lectrices de l'Établi des mots, la librairie coopérative du quartier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alia et Dominique qui ont choisi chacune 2 livres sur la thématique échange et correspondance. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour, ouais, merci. Ça va, merci. Vous allez nous lire des extraits de livres que vous avez choisis, nous les présenter. Est-ce que c'est des livres qu'on peut retrouver à la librairie ? Oui. Dans le cadre d'un petit rayon qu'on met en place, qu'on choisit à plusieurs. Donc voilà, et là, c'est nos chouchous, on va dire, parmi ceux de la sélection sur le thème échange et correspondance. Donc c'est juste à l'entrée de la librairie, quand on rentre sur une petite table, on ne peut pas les rater. C'est un thème, je trouve, assez intriguant et qui est mine de rien assez large, je pense. Quel livre vous avez prévu de nous présenter ? Alors moi je vais présenter un livre qui s'appelle Bien sous tout rapport, c'est un roman de Louise Gandlich, je ne sais pas si je prononce bien, et un livre japonais qui s'appelle La papeterie Tsubaki de Ogawa Ito. Et moi, je présenterai un échange épistolaire entre Atik Raimi, le romancier afghan, et sa fille Alice, qui s'intitule Si seulement la nuit, et un très court texte de Rachid Benzine, Lettre à Nour, qui est une fiction. Alors, et par lequel on commence ? Alors on va commencer par un livre léger, j'allais dire, le plus léger peut-être des 4 qu'on peut présenter aujourd'hui. Donc, il se raccorde au thème de la correspondance parce qu'en fait, ça se passe dans une rue de Londres. Une rue, alors je dirais pas un lotissement, mais avec des maisons et une population assez aisée. Et dans cette rue, il y a une dame qui va mourir et qui va léguer sa maison à son neveu. Et son neveu, en fait, est d'un milieu très populaire. Donc, va y avoir une espèce de bataille entre les différents habitants de la rue. Et à chaque fois, il y a un habitant de la rue qui parle et qui donne son point de vue, avec tout ce que ça peut engendrer de mauvaises pensées, parce qu'il y a des choses, des fois, ça relève un peu du racisme social et autres. Et donc, c'est une correspondance entre les différents personnages. Donc, je vais commencer par le premier personnage. Et il y aura des meurtres dans ce livre. Et en fait, les personnages sont interrogés à plusieurs reprises par la police pour savoir un petit peu ce qui se passe. Donc là, le premier personnage, c'est Ralph, donc qui lui est très aisé et très bourgeois, on va dire. Oui, on est conscient que quelqu'un a été tué, évidemment. Quelle horrible façon de mourir, absolument atroce. Ma femme est l'une des premières à être arrivée sur les lieux. Elle est en face, à l'instant, au numéro 2. Naomi Morgan, elle s'appelle. Vous lui avez probablement déjà parlé. Non, je n'étais pas là personnellement. Je jouais au tennis au club de l'autre côté de la rue principale. J'ai dû partir d'ici vers 20h. Oui, tout paraissait normal à l'angle quand je suis partie. Le dépotoir habituel. Des piles de gravats partout, des voitures garées dans tous les sens, comme une espèce de puzzle en 3D complètement dément. Une véritable zone sinistrée. Écoutez, je ne prétends pas faire votre boulot à votre place, mais vous vous épargnerez pas mal de travail sur le terrain si vous oubliez le reste d'entre nous et que vous allez lui demander directement comment c'est arrivé. De Darren Booth, bien sûr, qui d'autre, l'homme responsable de ce drame. Et pendant que vous y êtes, peut-être que vous pourriez demander à la municipalité où elle était pendant toute cette affaire. Si vous voulez mon avis, elle a été d'une négligence criminelle ces derniers mois. Ses compressions budgétaires sont allées beaucoup trop loin. Il suffit d'un énergumène comme ce type pour que tout à coup on ait l'impression de vivre au Far West. La relation que j'avais avec lui, une relation de haine mutuelle, je dirais. J'ai immédiatement reconnu le genre de mec que c'était. Le genre qui se contrefout de ce que les autres peuvent penser. Un sauvage en un mot. Je me rappelle notre première conversation, si on peut appeler ça comme ça. Le week-end où il a emménagé. Il a failli s'en prendre à moi avec une masse. Donc là, c'est un extrait de Ralph qui est interrogé par la police. C'est au tout début du livre. Il parle évidemment de son voisin. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne peut pas l'encadrer, pour être... et c'est le reproche, c'est son milieu social surtout. Alors là, c'est un autre extrait avec un autre personnage qui s'appelle Tess. Et plus on avance dans le livre, ce qui est intéressant, parce que là, quand on lit des extraits, c'est un peu décalé du contexte,
On s'attache aux personnages, mais ils sont beaucoup plus noirs qu'on l'imagine, donc on découvre des choses au fur et à mesure. Et ça, c'est assez intéressant, entre ce qu'ils déclarent à la police aussi et ce qu'ils vivent vraiment dans leurs pensées les plus profondes après les enquêtes de proximité. Donc là, c'est Tess qui parle, un autre personnage donc, qui habite dans la rue. Oui, on est allés se plaindre tous, certains à plusieurs reprises, mais ça n'a jamais eu le moindre effet. Soit il vous ignore complètement, soit il affiche un sourire narquois et s'en va. Donc elle parle toujours du même Booth, là. Elle est un peu plus disposée à parler, mais il faut dire qu'elle est en contact avec la clientèle, n'est-ce pas ? C'est elle qui gère l'aspect commercial des choses, tandis que lui fournit la main-d'œuvre, l'équipe de rêve. Ce qui nous a causé le plus gros souci, je suppose que ce que je déteste le plus, c'est la façon dont ça altère vos relations avec vos voisins. Vous vous retrouvez mêlés aux disputes des autres en plus des vôtres. En gros, ce couple, à lui tout seul, a réussi à ruiner l'ambiance de tout le quartier. Même avant cette horrible tragédie, ils avaient tout gâché. Donc en fait, ils incriminent en permanence l'autre personnage. Et après, donc là, c'est les plus riches. Et là, le dernier extrait que j'ai choisi, c'est donc le personnage qui est sans arrêt mis en porte-à-faux, Darren. Ça va beaucoup mieux, ouais, merci. Une commotion cérébrale, pas mal de bleu, une petite entorse au poignet, vous savez. Donc je vous laisse deviner peut-être ce qui s'est passé avant. Je sais pas comment les toubibs appellent ça, j'ai eu de la chance apparemment. Ouais, ça me dérange pas de revenir sur le sujet. Comme j'ai dit à votre collègue à l'hôpital, j'ai juste senti les planches céder sous moi. Pas dès que j'ai posé le pied dessus, non, mais quand j'étais à mi-chemin. Non, ça faisait juste quelques minutes que j'étais sortie. J'étais passée par la fenêtre d'en haut parce que je venais direct des GOG, vous savez. J'étais en train de regarder ce dont j'avais besoin à l'étage lorsque je l'ai entendu m'appeler. Pas la moindre idée, mon vieux. Je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. J'aurais pas pris la peine de répondre, mais je voyais bien qu'elle allait pas sortir comme ça. Et Jody se sentait pas bien, c'est sa femme. Je voulais pas que la fille la réveille en tambourinant à la porte. Si, évidemment que je sais qui c'est, ouais. Si se passait qu'on l'appelle, pas le genre avec qui j'aurais envie de passer du temps, pour être honnête. Pareil pour toute la bande dans cette rue. Parce qu'ils sont complètement tarés, voilà pourquoi. Croyez-moi, mon vieux. Ils me font chier matin, midi et soir, tous autant qu'ils sont. Complètement obsédés par le parking, toujours à vouloir vider la rue comme s'il allait y avoir une putain de fête du jubilé. Vous voyez le genre ? Comme s'ils n'avaient pas déjà des jardins énormes où leurs gamins peuvent faire les cons. Toujours à se plaindre du bruit et de la poussière, comme s'ils n'avaient jamais vu quelqu'un retaper une baraque. Hein ? Ouais, donc elle a disparu, sous l'échafaudage, près de la porte. Elle a été là 1 minute à peine, juste le temps que je descende du niveau supérieur. Puis comme j'ai dit, j'étais sur la plateforme du bas quand je suis arrivée à peu près au milieu. Je l'ai senti bouger, et puis tout le truc s'est effondré. Et je me suis retrouvée coincée sur le côté. J'ai cru qu'il y avait eu un putain de tremblement de terre. À vous de me dire, c'est vous les inspecteurs. Si j'avais marché dessus plus tôt, il se serait effondré plus tôt, pas vrai ? C'est aussi simple que ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il était impec la veille, solide comme un roc. J'ai marché dessus toute la journée. J'ai pas eu le moindre problème. Donc voilà, c'est... Alors je sais pas là si les extraits ont bien relaté mais c'est une espèce de ping-pong. Et c'est intéressant parce qu'il y a leur correspondance dans leur tête, la correspondance avec la police, si on peut dire, les interrogatoires. Et c'est très noir sur l'espèce humaine, mais c'est en ça que c'est assez drôle et assez cynique, quoi. Je trouve ça hyper intéressant comment on rentre directement dans l'intime, c'est assez instantané. Le fait d'avoir du coup tous les personnages qui parlent, c'est leur pensée presque. Du coup, ouais, on rentre tout de suite dans les personnages. Je trouve que c'est très efficace. Donc c'est Louise Canlich et ça s'appelle bien sous tout rapport. Et est-ce qu'en lisant, tu t'attaches plus à certains personnages ou est-ce que tu es surprise que tu dis qu'ils deviennent... Enfin, on se rend compte de leur noirceur, mais... Voilà. Alors au début, on est plus attiré par certains et au fur et à mesure, ouais, quand je dis que c'est cynique, c'est parce qu'on se rend compte que chacun a sa petite part cachée. Et en fait, ouais, on a du mal à la fin à se dire celui-là était plus sympathique qu'un autre, quoi. Ouais. Très anglais. Oui, ça démystifie un peu, ça fait redescendre d'un étage un peu la figure du héros qu'on peut avoir dans certains romans. Bien. Alors maintenant, du coup, je vais parler de Si seulement la nuit de Alice Raimi et Atik Raimi. Donc, Atik Raimi est déjà assez célèbre. Il a écrit plusieurs romans. Il est aussi réalisateur. Donc, il est né à Kaboul. Il a eu le prix Goncourt en 2008 pour un roman qui s'appelait Singé Sabour, Pierre de patience.
Et là, donc ça n'a rien à voir, c'est inédit. C'est pendant le confinement, il a décidé avec sa fille, ils ont décidé de s'écrire pendant 2 périodes. Donc une première période de mars à mai 2020, qui est la première partie du livre, et une deuxième période septembre-décembre 2021. Donc là, c'était terminé, mais la France reprenait son rythme progressivement. Et donc ça a été publié. Je pense qu'au départ, le but n'était pas d'avoir un projet d'édition. Non, on comprend que ça se dessine au fur et à mesure, surtout dans la deuxième partie. Et moi, j'ai bien aimé parce que c'est très riche. Alors évidemment, il n'y a pas de fil narratif. C'est des échanges. Et comme ça a été une grande période d'introspection pour pas mal de personnes, il y a des grands thèmes qui ressortent. On voit qu'ils prennent le temps de la réflexion, etc. Donc c'est une lecture avec un rythme assez lent, hein, évidemment. Il ne faut pas vouloir du suspense, des rebondissements. On est vraiment dans leur ressenti profond. Donc il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Les thèmes principaux, c'est le rapport à il y a l'impact du Covid dans la vie, mais l'art, l'évolution de la société et beaucoup l'exil. Et parce qu'en fait, on se rend compte au fur et à mesure que Alice Raimi, donc qui elle est née en 1996, qui au moment du Covid terminait ses études au conservatoire pour être actrice, elle a jamais vraiment abordé la question de l'exil, donc de l'Afghanistan, avec sa famille. Donc elle savait des choses, mais voilà. Donc c'est un moment assez dense où les échanges sont profonds. Alors, c'est difficile de choisir des extraits, donc il n'y a pas forcément de rapport entre les différents extraits que j'ai choisis. Mais c'est des extraits que je trouvais beaux parce que à chaque fois, justement, ça nous fait réfléchir aussi. Donc, le premier extrait, c'est Atik qui écrit, et donc c'est au tout début, et en fait, il réfléchit à pourquoi écrire, en fait, justement, pourquoi entamer cette correspondance. Donc, il dit... parce que juste avant, il parle d'une lecture qu'il a marquée plus jeune, de Jawaharlal Nehru, donc une figure intellectuelle indienne qui s'est battue aux côtés de Gandhi. Voilà, donc il parle de ce livre-là. Et il dit « Est-ce par nostalgie de cette lecture que je me suis décidée à t'écrire ? Sans doute. Je ne te raconte pas l'histoire du monde, mais des choses de la vie, ce que je pense, ce dont je rêve, et d'autres banalités. Des mots pour exister dans cette étrange période, rien d'autre. Des choses que tu connais déjà forcément, mais j'aimerais aussi t'écrire ce dont je ne t'ai jamais parlé auparavant, faute de temps ou d'expérience. Je t'avoue, je n'ai jamais su ce qu'il fallait écrire ou ne pas écrire à ses enfants, surtout à sa fille, et surtout à toi, l'aîné. Tu es ma première expérience de la paternité, c'est avec toi que j'ai appris ce que c'est qu'être père, ce que c'est la responsabilité. Ta naissance a ranimé de façon inattendue mon attachement à ce qui se passait sur ma terre natale. Avec la naissance de ton frère, ce fut tout autre chose. Il est né en 2001, un mois après la destruction des 2 grandes statues des Bouddhas de Bamiyan. Actualité qui m'a jetée sur les scènes médiatiques pour ne parler que de l'Afghanistan. Comme un bon Afghan de service, entre guillemets, j'étais présent partout, mais de plus en plus absent à la maison. Je n'ai donc pu profiter avec ton frère de tout ce que j'avais appris avec toi. Cela dit, si j'avais pu être davantage présent, aurais-je su comment me comporter avec lui ? Tu pourrais aussi me demander alors pourquoi je ne me suis pas inspirée de la vie, donc vie, VIE et AVIS, de la vie et de la vie des autres pour vous élever. Mais tu connais la réponse, j'ai vécu ailleurs, autrement, dans une autre société, à une autre époque, dans une autre culture, avec un père accaparé par son travail, puis jeté en prison et enfin parti en exil. Je n'avais pas d'autre modèle. Et même si j'en avais eu, aurais-je été capable de le suivre ? Je t'entends pouffer, ma petite mauvaise herbe, pour me rappeler mes absences plus longues et fréquentes que celles de mon père dans ma famille. C'est vrai, non seulement j'ai suivi son modèle, mais je l'ai dépassé. Tous ces mots pour te dire, forcément, avec le dessein de justifier mes maladresses envers toi et ton frère, que nous, tes parents, sommes venus ici en France avec les codes et les normes de notre culture d'origine. Et vous, nos enfants, vous êtes nés ici et vous avez grandi ici avec les repères d'ici. Comment nous rapprocher ? Comment nous rendre les uns à l'égard des autres compréhensifs et compréhensibles ? Des questions universelles, certes, mais qui prennent une toute autre dimension dans les familles d'exilés. Voilà. Donc je trouvais que d'emblée c'est touchant parce que le thème de la filiation, de la paternité, c'est touchant, donc on se sent concerné. Je trouvais que c'était un joli début.
Et lui, ça lui permet de faire un bilan sur sa propre vie, en fait, aussi ou... Alors oui, alors ça arrive. Il se livre plus de façon. Au début, il est plus dans des choses assez informatives, en fait, même si là, ça se voit pas trop. Oui, les dates, l'année d'arrivée, tout ça, les premières choses à faire en arrivant en France. Et c'est plus vers la fin où il est vraiment dans quelque chose de plus... On sent que c'est plus une lettre pour informer, c'est plus comme un journal. Ça se rapproche plus du journal et des pensées qu'il adresse à sa fille, où il se livre plus. La question des jeunes aussi, comment les jeunes... Alors moi j'ai 40 ans, donc je me mets plus dans les jeunes. Mais comment les jeunes, plus jeunes, ont vécu le Covid. Et c'était une période étrange. Donc ça, c'est un thème aussi qui, moi, m'intéresse. Et elle dit des choses intéressantes, Alice Raimi, dans une autre lettre un peu plus loin. Et c'est surtout au-delà du Covid, comment les jeunes s'inscrivent dans l'histoire et comment ils peuvent s'intéresser à la période actuelle qui fera l'histoire de demain et s'investir. Donc elle dit « Je m'interroge de plus en plus sur l'identité de ma génération qui me semble détachée de l'histoire, contrairement à votre génération à vous. Je me demande si c'est un détachement volontaire ou imposé afin de nous écarter de tout processus de changement. Le marché mondial nous offre toutes les possibilités et les moyens dernier cri pour nous enfermer dans notre bulle virtuelle. Nous avons donc appris à ruser pour détourner ces outils, en faire notre propre moyen d'expression, afin de partager nos angoisses, nos illusions, notre regard sur le monde, et finalement construire notre propre tragédie, ainsi que notre identité dans l'histoire. Cette identité qui s'avère très fragile parce que l'égo-système, donc le mot valise, pour reprendre l'expression que tu as si bien développée dans une de tes interviews, donc l'égo-système tente de nous imposer nos origines comme notre identité pour nous enfermer dans le système. Alors que le propre de l'identité, c'est de bouger dans le temps, de suivre la marche de l'histoire, d'être mouvante. Pour l'instant, j'ai l'impression que notre rôle n'a pas été soigneusement écrit. Nous ne sommes que des figurants au loin, flous en arrière-plan. Il faut qu'on réinvente notre rôle comme l'araignée qui, tissant sa toile, connaît parfaitement le sien, de même que ce virus qui, pour survivre, s'accroche à nos poumons, lui aussi connaît son rôle. Mais nous, les Homo sapiens, depuis la découverte du feu, nous brûlons, cuisons, dévorons la terre et ses espèces à un rythme de plus en plus effréné, sans rien lui apporter. Notre génération ne veut plus participer à cette autodestruction. Voilà, c'est une belle prise de recul. Ouais. Non, je trouve ça assez... c'est hyper fort. Et Elle a autour de quel âge, Alice ? Alors, elle est née en 80... Elle doit 28 ans, je pense. Donc, un petit peu... 26 ans, peut-être, à l'époque du livre. Alors, justement, elle terminait ses études de conservatoire de théâtre. Et donc, il y a pas mal de, comme je disais, de réflexions sur comment l'art, on a vu tout ce qui avait ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, enfin voilà, toute cette réflexion-là. Et elle est touchée de plein fouet par rapport à ça, parce qu'elle n'est pas entrée dans la vie active, elle termine ses études et on lui fait comprendre que l'avenir vers lequel elle se projette n'est pas utile en fait. Donc je pense qu'elle a mal vécu cette période, donc il y a des passages qui le montrent. Et donc elle dit... Donc c'est une autre lettre. Quand je pense que je devais être en ce moment en pleine répétition pour mon spectacle de clown, je maudis tout inachèvement. Comme tu sais, l'avenir de la culture est en danger, en particulier le spectacle vivant, celui du présent. Je t'avais parlé de mon attachement à ce présent, de quoi on m'a amputé aujourd'hui, pour me connecter via Zoom avec mon professeur de clown. Je les vois, lui et mes camarades, sur mon écran d'ordinateur et je ne comprends plus rien. Je ne me comprends plus. Comment agir et réagir derrière un écran ? Cette expérience ne me parle pas. Quel caprice, me dis-je. Le professeur m'explique que l'artiste doit être capable de s'adapter au monde qui change. Il nous dit qu'on ne fera plus jamais de théâtre comme avant. Comment accepter ça ? Pendant plusieurs jours, je lui fais croire que je vis une période difficile et que je ne peux pas me connecter. Mensonge. Je ne veux pas faire des vidéos, mais vivre sur scène devant les gens. Je veux avoir leur regard, je veux toucher, embrasser, rire, crier, hurler sur mes partenaires en chair et en os, mais pas sur leur image à l'écran. Je voulais donner vie à mon petit être intérieur, invisible et secret, qui est plus vivant que moi, afin de sortir de mon enveloppe, de mes envies, de mes habitudes mécaniques, animer mes 5 sens, les décupler. C'est pourquoi je veux être sur scène. Ce présent partagé avec des inconnus ne pourra plus se vivre pendant plusieurs mois. Le vertige du présent, le vertige de la scène, le cœur qui s'emballe et la nausée avant de jouer me manquent.
Cependant, cela peut paraître si futile par rapport à la crise sanitaire que nous vivons, si égoïste. Cette petite voix qui me répète du matin au soir « À quoi ça sert ? À quoi tu sers ? Ta vocation n'est pas utile, tu n'es pas utile. Voilà que mon inutilité éclate au grand jour. » Voilà, je trouve que c'est... C'est fort. C'est fort, on sent son mal-être et en même temps la conscience de la crise plus grande que tout ça. Mais, Ouais, ça me parle beaucoup, Ouais. ces écrits-là. ouais. Et peut-être pour terminer, comme j'ai commencé avec le père, alors il y a plein de choses formidables, mais on peut pas lire trop d'extraits. Donc dans la deuxième partie, juste quand même, Atik Raimi, comme je disais, il est plus sur un journal. C'est des écrits plus longs avec des envois plus espacés, parce qu'ils ont pu recommencer à se voir. Où il évoque un ressort s'est cassé en lui. Il y a pas mal de passages sur comment retrouver l'envie. Il a l'impression de vivre dans le virtuel et plus dans le réel. Voilà. Mais pour un dernier extrait, j'ai choisi justement un moment où Alice explique pourquoi elle veut continuer à écrire à son père alors qu'ils ont été déconfinés. Et du coup, le rôle de l'écrit qu'on peut avoir. Je t'écris et je ne t'envoie rien. Nous ne sommes plus en confinement, je peux te voir quand je veux. Alors à quoi bon t'écrire ? Quelle utilité ai-je à t'écrire et à t'envoyer mes mots ? En te voyant la semaine dernière, je me suis rendu compte que ma voix cherchait à rigoler avec toi, à parler du monde, à te raconter des événements vécus dans la journée, mais aucunement à te parler de mes pensées, de mes sentiments, de ce que j'éprouvais au fond de moi et dans le présent. Ma voix évitait de s'interroger sur les détails, elle ne racontait que des faits, alors que par écrit, mes doigts cherchent l'interrogation, le sens caché des faits et des choses, les différentes possibilités d'existence de mes histoires. Quand je parle à toi, pour toi, mais lorsque j'écris, je ne sais pas si c'est pour toi ou pour moi. C'est sûrement ce qui me fait peur et ce qui m'empêche de t'envoyer mes mots qui transcrivent mon monde inaudible. Parler, dire, crier deviennent soudain plus rassurants puisque mes pensées expulsées dans l'air ne restent que des ondes invisibles, aptes à être oubliées au lieu de devenir des signes visibles et lisibles tracés une fois pour toutes. Dans l'écriture, je m'affirme face à toi, pas dans la parole. On évite de rendre éternelle cette voix destinée à ses parents. Est-ce par crainte de révéler à mon père ce qui est au plus profond de moi ? Je ne me rendais pas compte que cela serait si difficile d'écrire à son géniteur, et d'ailleurs, pourquoi ? Est-ce que j'écrirais de la même manière si j'écrivais à ma mère ? Forcément non. Ou si tu n'étais pas écrivain ? J'aurais encore tant de doutes concernant mon écriture. Je ne sais pas. Mais moi, je ne reste que dans mes interrogations parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est plus mystérieux d'écrire à ses parents qu'à ses enfants. Pour l'enfant, l'écriture réduit soudain ses parents en lettres. Lorsque j'écris mon père, ce n'est plus mon père, ton être attique, mais 4 lettres, P, E, accent grave, R, E ou B, A en farci. Je décortique la structure familiale, je déconstruis ce rapport du son et du sang entre mes parents et moi. Vous devenez mes protagonistes et mes personnages dans mes écrits. Libre à moi de renverser les rapports, de les désosser et d'apporter la structure que je veux exactement, comme dans mon enfance où je construisais tout un monde avec mes poupées en évitant d'attribuer vos identités à ma famille imaginaire. Tandis que mon modèle pour construire ce foyer n'était autre que vous, mes parents. Mais mes poupées, je ne te les envoyais pas. Tu ne pouvais savoir ce que je racontais à travers elles, alors que tout ce que je t'écris du bout de mes doigts prend une forme à tes yeux, ce qui donne un sens particulier à mon acte. Est-ce grave, docteur ? Bref. Je ne veux plus te voir aussi souvent si je continue à t'écrire. C'est dense, hein, faut... Non, mais c'est beau. c'est super intéressant la manière, du coup, quand elle le voit physiquement, elle veut profiter Oui, c'est ça. d'être dans le présent, de sourire, de rigoler, de parler de la pluie et le beau temps. Et elle a quand même des choses à confier. Et c'est un truc que je retrouve un peu aussi en fait, je fais un peu de musique et j'écris aussi. Et il y a des textes que j'ai l'impression du coup, que je n'ai jamais dit physiquement à mes parents, à mes amis. Et quand je les interprète sur scène, il y a parfois un déclic où je me dis, ah, ça y est, en fait, là, je suis en train de leur dire ça, du coup. D'accord, ouais. Et c'est un moment assez ça. particulier, je trouve. Donc ça fait quand même, ça m'a parlé. J'aime bien. Je pense que je vais le lire. Troisième livre avec Dominique. Alors, donc là, c'est un roman japonais, donc d'un auteur ou d'une autrice, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je pense que c'est une femme, qui s'appelle Ito Ogawa. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a 25 ans et qui va revenir dans son village, sa ville d'origine, pour reprendre la papeterie de sa grand-mère qui est décédée.
Donc, alors il y a tout un côté sur les sensations. Enfin, ça fait très ce qu'on imagine du Japon. Donc, tout ce qui est sensations, quand elle touche le papier, quand elle choisit telle encre pour écrire telle lettre, voilà. Et elle va être amenée à écrire des lettres parce qu'elle va devenir écrivain public. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont rentrer dans la papeterie pour lui demander d'écrire, alors soit des lettres de séparation, soit des lettres d'un ami qu'on a perdu de vue, qu'on veut recontacter, soit des lettres de condoléances, enfin toutes sortes de lettres. Et dans ce livre, qui est même un bel objet, on voit des pages, alors là je les montre, mais évidemment en radio c'est pas facile, où il y a toute la calligraphie japonaise. Et ça m'a toujours semblé, c'est très beau, je trouve, c'est très joli au niveau des signes et de la manière dont c'est tracé. Donc de temps en temps, il y a une petite page avec écrit en japonais ou sur le côté des différents chapitres. Donc j'ai choisi alors le début où elle s'installe en fait dans la papeterie, où elle décrit un peu son quotidien. La papeterie est ouverte de 9h30 jusqu'au coucher du soleil. Au crépuscule, alors que je songeais à bientôt fermer, la sonnette a faiblement retenti. J'ai couru vers le magasin où se tenait une dame dans les 65 à 70 ans, typique de la bourgeoisie locale. Mais je ne la connaissais pas. Petite et frêle, elle portait une robe à manches bouffantes bleu marine à pois blancs et tenait à la main une ombrelle à pois coordonnée. Sa tête était couronnée d'un magnifique chapeau de paille orné d'une fleur artificielle et ses mains gantées de dentelle blanche. On aurait dit l'image d'une bouteille de Calpi. Lorsque je l'ai saluée, Madame Calpi s'est exclamée « Il paraît que Gono Suke de chez les Sunada est mort ce matin ». C'était potentiellement un travail d'écrivain public. Cette cliente n'était pas venue acheter des articles de papeterie, je le sentais. En cette matière, mon instinct est aussi sûr que celui de l'aîné. Donc l'aîné, c'est sa grand-mère qu'elle appelle comme ça en fait. La papeterie Tsubaki est, comme son nom l'indique, un petit commerce de papeterie qui n'affiche pas son activité d'écrivain public. Malgré tout, les gens du voisinage et les anciens clients ont de temps en temps recours à mes services. Monsieur Gonosuke, dites-vous ? Ni ce nom, ni celui des Sunada ne me disaient quoi que ce soit. Vous ne le connaissez pas, il est pourtant célèbre par ici. Je suis désolée. J'avais comme une idée que la conversation allait s'éterniser. J'ai attendu le bon moment pour proposer un tabouret à Madame Calpi. Elle s'est avancée en boitillant et s'est assise avec grâce. J'ai apporté un verre de café d'orge frais, j'en avais au réfrigérateur dans l'arrière-boutique et je le lui ai présenté posé sur un plateau. Je savais depuis longtemps qu'il avait une maladie de cœur, a-t-elle repris. La chaleur soudaine des derniers jours a sans doute eu raison de ses forces. La veillée funèbre aura lieu demain et la crémation après-demain, m'a-t-on indiqué. Ah bon ? Ai-je répondu sans trop m'engager ? Je ne saisissais pas encore bien la situation. Je n'avais entendu parler d'aucun décès dans le quartier. Je peine à marcher, voyez-vous, j'aurais préféré y aller, mais puisque c'est impossible, j'aimerais au moins faire une offrande. En effet, Madame Calpi avait la cheville gauche bandée. Voilà qui expliquait sans doute pourquoi elle avait traversé la boutique en boitillant. Bien sûr, ai-je approuvé d'un ton pénétré. Pourriez-vous rédiger de toute urgence une lettre de condoléances pour accompagner mon offrande ? Bien entendu, ai-je répondu laconiquement, les yeux sur les mains de mon interlocutrice. Donc en fait, son quotidien, c'est ça. Elle s'embête beaucoup dans la papeterie. Et les gens qui vont venir la voir vont lui demander, donc là, une lettre de condoléances. Donc, quelques pages plus loin, je vais vous lire la lettre qu'elle écrit pour cette dame. L'annonce du décès soudain de Gonosuke m'a laissé désemparée, les yeux perdus dans le ciel. Quelle tristesse. Je savais qu'il était malade, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il nous quitterait si tôt. Je peine à y croire. Je me souviens de Gonosuke, de son beau regard et de la sérénité avec laquelle il m'accueillait toujours. Paix à son âme. Donc c'est ça qui est un peu aussi déconcertant, j'ajoute, parce que en fait, elle décrit des gens qu'elle ne connaît pas du tout, avec des sentiments qu'elle n'a pas du tout pour eux. Mais c'est pas des questions qu'elle a posées pour savoir comment était la personne, quoi. Pas du tout. En fait, elle imagine les choses, quoi. Votre tristesse est sans doute insondable, mais je vous en prie, soyez fort. J'aurais aimé vous rendre visite dans les meilleurs délais, mais ma santé me l'interdisant, malheureusement, veuillez accepter une offrande symbolique. Déposez-la sur son autel, s'il vous plaît. Permettez-moi par la présente de vous adresser mes plus sincères condoléances. Ce message de sympathie, je l'ai rédigé avec une encre beaucoup plus pâle que d'habitude. Délayer l'encre, c'est le signe d'une grande tristesse. Les larmes tombées sur la pierre à encre en ont éclairci la couleur.
Pendant que j'écrivais, l'image de Madame Calpis m'est apparue à plusieurs reprises. Un bref instant, il m'a semblé que sa main se superposait à la mienne, que nous tenions le pinceau ensemble. Donc, dans le livre, il y a quelque chose de très physique pour les personnes pour lesquelles elle rédige des lettres. Ils se sent vraiment un peu comme en communion avec les personnes qui viennent complètement en communion avec les personnes et en communion avec les éléments aussi. Donc là, je vais relire un extrait d'une autre de ces démarches par rapport aux enveloppes et à l'encre. Puisque les enveloppes seraient libellées horizontalement, j'ai opté pour le stylo-plume plutôt que le pinceau, avec de l'encre traditionnelle. Parmi les 30 coloris disponibles, j'ai choisi le gris nuage. J'ai tracé quelques lignes sur le papier chiffon pour voir. L'encre était trop pâle, on aurait dit une lettre de condoléances. Pour la faire foncer, je l'ai laissée s'évaporer toute une nuit, la bouteille ouverte. On peut y arriver encore plus vite en plaçant le flacon dans une boîte hermétique en plastique avec un absorbeur d'humidité. L'encre plus épaisse et plus profonde se mariait à merveille avec le papier chiffon. Elle dégageait une impression d'élégance et de sobriété. Avec ce gris, je souhaitais exprimer la réserve des expéditeurs. Mais cette couleur n'avait rien de triste. De l'autre côté des nuages se déployait sûrement un beau ciel bleu. Pour le timbre, j'ai eu beaucoup de mal à me décider jusqu'à la dernière minute. Si l'enveloppe est un visage, le timbre est le rouge à lèvres qui donne le ton. En se trompant de rouge à lèvres, on fiche en l'air le reste du maquillage. Ce n'est qu'un petit timbre, mais tellement important. Dans son choix se concentre, dit-on, la sensibilité de l'expéditeur. Donc là, c'est pour une lettre plus joyeuse que là, elle souhaite rédiger, quoi. Donc tout est très tactile, très sensible. C'est beau comme image. L'histoire du timbre avec le maquillage. C'est inattendu, quoi. Enfin, c'est poétique. Et de ce fait, on va s'apercevoir... Alors au début, on se dit, la description des encres, c'est très poétique, etc. Mais c'est quand même un roman qui est assez important. Et plus on va avancer dans le roman, plus on s'aperçoit qu'en fait, elle fait le deuil de sa grand-mère, qu'elle a très peu connue, et que de reprendre sa papeterie et d'écrire ces lettres-là, ça lui permet de faire le deuil de sa grand-mère, et elle découvre aussi qu'elle a eu des amitiés, qu'elle avait une correspondance avec une dame qui habitait en Italie. Donc il y a aussi cette histoire. Donc là, elle parle en fait de sa grand-mère, donc qu'elle appelle l'aînée. Parfois, l'aînée parlait longuement d'un livre qu'elle avait lu. D'autres fois, elle répondait à Shizuko, donc la personne qui vit en Italie, qui lui demandait conseil. Le camélia avait fleuri, un bol auquel elle tenait était cassé. Des pluies torrentielles avaient provoqué une crue, elle avait trouvé un serpent dans le jardin. Certaines lettres parlaient de tout et de rien. Dans d'autres, elle s'inquiétait de la situation de tante Sujiko. J'ai fait une pause en cours de route car mon repas m'avait été servi. J'ai mangé mes rouleaux de printemps aux choux et à la ciboule, les yeux sur le ciel, songeuse. Agneau avait dit vrai, dans la plus futile comme la plus grave des lettres, j'apparaissais toujours. Atoko, ma petite Ato, Popo, ma petite fille, mon effrontée. Le nom qu'elle me donnait changeait, mais j'étais toujours là. Pour ne pas me laisser submerger par l'émotion, je me suis appliquée à avaler la nourriture sous mes yeux. J'avais bien fait de venir chez Saama, c'est le nom du restaurant. J'ai fini ma bière d'une lampée, mon repas terminé, j'ai continué ma lettre. La lettre suivante me concernait pleinement. Cher Shizuko, vivre n'est pas une mince affaire, je l'éprouve cruellement ces derniers temps. Les choses seraient peut-être différentes si j'étais sa mère. Donc là, c'est sa grand-mère qui parle. Mais je suis bien plus âgée que Atoko et il ne me reste que peu de temps à ses côtés. Peut-être ai-je fait preuve de trop d'indulgence envers moi-même. Je pensais qu'elle comprendrait, qu'elle répondrait à mes vœux. Dans mon esprit, je lui donnais une éducation, mais elle voyait cela d'un autre œil apparemment. Elle m'a supplié en sanglotant d'arrêter de lui voler sa vie. J'ai toujours cru agir dans son intérêt, c'était peut-être arbitraire. Je ne sais plus comment me comporter avec elle. La sévérité est une preuve d'affection, j'en ai toujours été convaincue. Quand je pense qu'elle en a souffert toutes ces années, cela me rend profondément malheureuse. Arriverons-nous à nous entendre un jour ? Donc il y a beaucoup d'émotions parce qu'elle, en relisant les lettres de sa grand-mère, elle s'aperçoit de tout l'amour que sa grand-mère avait pour elle, malgré un côté un peu autoritaire et rigide pour l'élever à la place de ses parents. Et toujours ces pages avec la calligraphie japonaise et une très jolie couverture aussi, je trouve, dans les bleus un peu de couleur de l'encre en fait. Donc voilà, c'est un livre qui est très attachant.
Et il faut vraiment rentrer dans la poésie des différents chapitres et des différentes lettres qu'elle écrit, quoi. Mais après, c'est de la littérature japonaise, donc c'est un peu particulier. Je pense que ça me parlerait. J'aime beaucoup le Japon. Mais c'est marrant avec le henné, c'est un terme. Enfin, je lis plus des mangas, mais c'est un terme qu'on retrouve du coup souvent dans la langue japonaise, et c'est senpai. Et c'est pour dire à chaque fois quand t'as un aîné. Du coup, c'est rigolo qu'il l'ait gardé en français. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très touchant où elle va avoir un peu un rôle de médiatrice, j'ai l'impression, dans certaines histoires. Où elle va savoir trouver les mots juste à la place des personnes concernées. Et c'est assez intriguant parce qu'il y a un petit côté glauque aussi où c'est un peu intrusif en fait dans la vie des gens. Du coup. Il y a un moment notamment où elle aide un couple à annoncer son divorce à sa famille parce qu'ils n'ont pas osé le faire et annoncer qu'ils divorçaient. Et là, oui, il y a un côté aussi intrusif un peu parfois dans les histoires, quoi. Mais le fait qu'elle se mette totalement à la place des gens, ça c'est assez drôle par moment quand même, quoi. Donc voilà, c'est un vrai coup de cœur. On conseille, c'est la papeterie Tsubaki. Tsubaki, ouais, voilà. Et le dernier livre de Alia. Oui, donc c'est un court texte qui est un petit peu une lecture coup de poing, comme on dit. Donc c'est 90 pages. Donc c'est Lettre à Nour, donc de Rachid Benzine. C'est un texte de 2019. Donc Rachid Benzine, donc il est marocain, il écrit en français. Il est multitâche quand on regarde un petit peu sa biographie. Donc bon, alors à la base, il est islamologue, politologue, enseignant. Il est arrivé en France à 7 ans. Il a été champion de kickboxing à 25 ans. Après, c'est après qu'il a commencé ses études d'histoire et d'islamologie et est devenu enseignant-chercheur. Il est aussi co-directeur de la collection Islam des Lumières chez Albin Michel. Enfin, j'insiste beaucoup pour présenter son profil parce qu'on voit bien que dans le personnage du père dont je vais parler dans les lettres, il a mis beaucoup de sa personne. Donc c'était pas prémédité, mais c'est encore des lettres entre un père et une fille, et sa fille, comme dans le livre précédent. Donc c'est Nour à 20 ans, en fait. Et donc, c'est l'âge de toutes les promesses. Elle a été élevée par un père, comme je disais, qui est un peu comme Rachid Benzine, on va dire musulman éclairé, pour l'islam des Lumières, mais en même temps très croyant. L'islam éclairé. Et elle a été élevée dans ce modèle-là. Et à 20 ans, elle part. Elle rejoint Daesh en Irak, en fait, pour se marier avec un homme qu'elle ne connaît pas. Et donc participer à la guerre sainte. Et donc, c'est des lettres entre le père et sa fille. Il y a une petite intrigue parce que évidemment, le père veut qu'elle revienne. Elle ne veut pas revenir. Elle veut même que son père la rejoigne. Elle veut le convaincre. Donc, il y a quand même un petit peu de suspense. On se demande jusqu'à la fin, mais comment ça va se terminer ? Donc, au-delà de la profondeur des textes et de ce à quoi ça nous fait réfléchir, il y a aussi un petit peu de suspense. Comme premier extrait, j'ai choisi en fait pas la lettre, mais l'avant-propos écrit par Rachid Benzine parce que je le trouvais très éclairant. Écrire est encore souvent le meilleur moyen de résister à l'incompréhension, de combler l'absence de dialogue et de repousser les limites d'une réalité qui nous impose ses règles. Je l'ai compris en écrivant ce texte. Comme sans doute beaucoup de gens, je suis depuis des mois travaillée par une question lancinante qui revient cogner en moi comme une migraine récurrente, familière, comme une douleur qui me force à m'arrêter. Depuis des mois, je suis pris d'assaut par une question. Pourquoi de jeunes hommes et de jeunes femmes nés dans mon pays, issus de ma culture, dont les appartenances semblent recouvrir les miennes, décident-ils de partir dans un pays en guerre et pour certains de tuer au nom d'un Dieu qui est aussi le mien ? Cette question violente a pris une dimension nouvelle le soir du 13 novembre 2015, quand la rupture à l'œuvre dans le monde extérieur a éclaté en moi et m'a déchirée avec une évidence effarante. Une partie de moi venait de s'en prendre à une autre partie de moi. D'y semer la mort et la douleur. Comment vivre avec cette déchirure ? Pour moi, dont la passion devenue travail est de déconstruire pierre à pierre les édifices d'une croyance et d'un dogme mythifié par le temps, voilà que ce même dogme et cette même croyance me revenaient avec une force arrogante et une haine froide,
pour tout défier en moi, ma pensée comme mes appartenances. Dans ce moment de choc, j'ai couché des idées sur le papier comme si je me parlais à moi-même. Je m'interrogeais sur le sens de mon travail. Est-il utile ? Est-il compris ? À quoi sert-il ? L'esprit critique que je défends est-il une arme à double tranchant ? En même temps, j'étais assaillie par les analyses, les discours, les recherches portant sur ces hommes et ces femmes partis dans les limbes d'une idéologie meurtrière. J'ai réalisé la fragilité de nos certitudes, la fragilité de notre monde, les limites de notre raison et surtout, j'ai ressenti l'absence de rencontres, d'échanges entre ces deux mondes qui se font face dorénavant et que j'aurais bien du mal à nommer. Civilisation contre barbarie, raison contre religion, modernité contre archaïsme. J'ai réalisé que l'on avait désincarné ces idées, ces termes devenus des grilles plaquées sur la réalité qui nous échappe. Qui porte la modernité et qui porte l'archaïsme ? Qui porte la barbarie et qui porte la civilisation ? Ces notions qui catégorisent notre monde, j'ai voulu les incarner, les humaniser en les faisant porter par des personnages qui se font face et qui n'arrivent pas à comprendre les accusations que l'un porte contre l'autre. C'est ainsi qu'a pris forme peu à peu ce dialogue entre deux êtres qui ne peuvent renoncer l'un à l'autre, un père et sa fille, parce que l'amour qui les unit reste plus fort que tout. Et pourtant, tout les sépare. L'esprit critique du père est retourné contre lui. Les principes auxquels il croyait sont devenus des armes aux mains de sa fille. L'impuissance de deux êtres si proches, si complices, à établir un dialogue, à trouver une entente, un point d'accord est la brûlure qui traverse ce texte. Elle renvoie à ce que nous vivons aujourd'hui. Avec ces jeunes, outre qu'ils sont mes compatriotes, j'ai en commun un patrimoine. Je le déconstruis, ils le barricadent. Mais ils nous lient et c'est la seule chose que je partage encore avec eux. Cela est l'idée d'un dialogue difficile, impossible. En attendant de le vivre, je l'ai imaginé. Donc voilà, tout est dit sur le projet. Et il le dit après, plus tard dans la conclusion, mais il l'a dit dans pas mal d'interviews, c'est qu'en fait, pourquoi des lettres ? Tout simplement parce que c'est le seul moyen, quand on est vraiment opposé dans ses convictions, d'écouter l'autre jusqu'au bout, sans s'interrompre. Après, on n'est pas obligé de lire toute la lettre, mais on imagine qu'on lit toute la lettre. Et c'est le seul moyen, parce qu'il n'y a plus de dialogue possible aujourd'hui avec ces gens qui ont des positions complètement opposées sur l'islam, sur comment vivre sa foi, etc. Et donc, le seul moyen, c'est la lettre. Donc, c'est pour ça qu'il a choisi ce format. Je trouve intéressant quand il dit où est la barbarie, où est la... Parce qu'il ne se pose pas non plus dès le départ en donneur de leçons. Non, c'est ça. On sent qu'il y a une vraie humilité, une recherche. C'est un stage, c'est un vrai sage. Ouais. Alors, donc je vais vous lire le début d'une première lettre de Nour. Parce qu'en fait, Nour a fugué. Donc la première à reprendre le dialogue, c'est elle pour lui donner des nouvelles. Donc au début, elle lui explique sa fugue, etc. Elle lui parle de son mari. Bon. Papa, mon cher papa, je suis si heureuse de te l'annoncer. Nous nous sommes mariés dès mon arrivée en Irak. Ta petite fille est maintenant une femme, heureuse, épanouie, comme tu l'as toujours souhaité. Depuis la mort de maman, il y a 15 ans, tu as consacré tout ton temps à m'éduquer, à m'enseigner la philosophie, comme si j'étais l'une de tes étudiantes. Grâce à toi, je me suis imprégnée de toutes ces valeurs auxquelles tu crois, la liberté, la démocratie, l'égalité entre tous les humains, la culture, l'émancipation des femmes, la justice, la bienveillance envers les pauvres. Et tu m'as enseigné aussi l'islam. Tu m'as dit, la religion n'enferme pas. Elle libère la vie, l'amour, la tendresse. Tu m'as dit, sois libre. Tu m'as dit, sois plus grande que moi, ton père. Tu m'as dit, n'aie pas peur de prendre les chemins de la subversion, car le message d'Allah, gloire à lui, est un message d'insoumission. Eh bien, j'ai choisi ma voie comme tu as toujours désiré que je le fasse. Ce n'est sans doute pas la voie que tu aurais voulu pour moi, c'est vrai. Mais le futur auquel nous aspirions, les rêves que nous faisions n'étaient au fond que des figures de l'égoïsme. J'ai suivi ton message et ton amour pour moi. J'ai compris avec mon propre cœur et ma propre raison. Je suis libre et heureuse comme tu m'as toujours voulu. Après, je passe un petit peu. J'ai rejoint un homme que j'aime et qui partage nos valeurs. Ici, nous allons recréer la cité radieuse, un monde humain enfin à l'image d'Allah, gloire à lui et du prophète, paix et salut sur lui. Nous allons chasser les mécréants, chasser tous ceux qui salissent notre religion, chasser les croisés, chasser leurs esclaves serviles. Nous allons libérer l'Irak, porter notre message à la Syrie, chasser le dictateur qui martyrise son peuple et méprise l'islam. Et un jour proche, nous libérerons aussi nos frères et sœurs palestiniens.
Tu me l'as toujours dit, nous sommes responsables de ce qui se passe dans le monde. Tant qu'il y a en nous un souffle de vie, nous devons lutter pour la libération des peuples. J'ai accompli ton vœu, papa. Donc là, on voit que c'est un peu comme si le piège s'était refermé sur le père, en fait. C'est clair. En fonction de... Une bonne rhétorique. Ouais, c'est ça, une bonne rhétorique. Donc évidemment, ça fait froid dans le dos. Et justement, par rapport à ça, son père lui dit un petit peu dans la lettre suivante, bon, je ne lis qu'un extrait de la lettre, une chose m'inquiète, tes dernières phrases, elles ne nous ressemblent pas, je ne t'ai jamais enseigné la haine des autres. Je suis fière de ton engagement auprès des plus pauvres, des martyrisés, mais il y a aussi en Irak et en Syrie des groupes religieux radicaux, des fanatiques qui professent de fausses idées sur la religion, sur les êtres humains. Ne te trompe pas de combat. La liberté, la démocratie, l'émancipation des peuples passent par l'éducation. Une éducation bienveillante nous apprend à aimer les altérités. Les différences nous enrichissent. En chaque peuple, en chaque religion, en chaque être, il y a du bien. N'oublie jamais de voir cette richesse humaine dans le regard de celles et de ceux qui sont différents de toi. Leurs croyances, leurs valeurs, leur culture t'enrichiront. Donc lui, il garde le côté sage, Oui. à pas s'enflammer, à pas essayer d'être dans le conflit frontal. Idéologique, quoi. Ouais. Voilà, parce qu'il essaye de la ramener sur d'autres terrains. Voilà, moi ce que j'ai aimé dans cet échange, c'est que c'est vraiment... ils sont à l'opposé en termes d'idéologie. On sent qu'il y a un point de non-retour qui est atteint quelque part, on s'en doute. Alors après, elle va évoluer, elle va se rendre compte qu'elle a été manipulée. Alors pas pour tout, mais pour plusieurs choses. Après, voilà, je ne vais pas trop dévoiler, mais bon, c'est un petit peu tard quand même. Et pourtant, malgré cette opposition vraiment terrible, il y a l'amour en fait qui reste toujours jusqu'à la dernière lettre. L'amour qui reste, et même s'ils emploient des mots durs. Un petit peu après dans la lettre, ils vont se dire ma fille chérie, mon père chéri, et on sent vraiment que c'est un lien qui malgré tout reste plus fort, comme si c'était un peu de la schizophrénie, quoi. Mais il y a quand même cet amour qui reste malgré les oppositions, et j'ai trouvé que c'était très... À lire, c'est très émouvant, parce qu'on se rend compte qu'ils sont traversés par des émotions vraiment contradictoires. Alors des fois, elle est justement très dure avec lui. Par exemple, elle dit à un moment « Tu es à l'image des peuples arabes courbant la tête, dénonçant les injustices, mais préférant la poésie à l'action. Préférant tes livres au glaive qui doit faire justice. Tu es complice de ces systèmes qui broient des femmes, des enfants, des hommes, des cultures et notre islam. L'hégémonie des peuples du Nord est telle que tu te réfères plus volontiers aux penseurs occidentaux qu'aux philosophes musulmans. Je te parle durement, papa, mais si tu étais ici, tu comprendrais la vacuité de ta vie de recherche intellectuelle, alors que des gens souffrent de la faim, du manque de liberté, la vraie, la liberté, etc. » Donc voilà, on voit qu'elle mâche pas ses mots. C'est clair. Voilà, c'est très dur. Mais on sent qu'elle commence un peu à radicaliser ses propos. Du coup. Ouais. Mais le père, coûte que coûte, essaye quand même de maintenir. Il lui dit notre mission en tant qu'humain n'est pas de trouver des réponses, mais de chercher. Les musulmans sont cherchés à être d'humbles chercheurs et pas des ânes qui ânonneraient sans cesse des histoires abracadabrantes. Tu le sais bien, ma petite Nour. Le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais les certitudes. Donc ça, c'est une très belle phrase. Ces certitudes qui vous mènent aujourd'hui tout droit en enfer. Sans doute ai-je péché par orgueil, sans doute ai-je cru que le malheur ne pouvait toucher que ceux qui ne sont pas cultivés, qui ne réfléchissent pas, ou qui n'ont pas toujours manifesté de l'amour pour leurs frères et sœurs humains et pour leurs propres enfants. Je nous croyais à l'abri. Mais bon sang, la réalité de Daesh, tu la connaissais avant de partir. Pourquoi me servir ce monceau de baliverne, la cité idéale, le vrai islam, l'enthousiasme des populations, des conneries, tout ça, oui. Tu me dis que tu ne sors pas de chez toi aussi peu. Tu veux que je te rappelle la réalité de ton Daesh, les massacres, les viols, les petites filles vendues comme esclaves sexuelles, l'exécution des yézidis, les persécutions de chrétiens, le meurtre des homosexuels, des buveurs d'alcool et de celles qui refusent de porter ce voile complet dont tu es si fière désormais. Quelle mascarade. Voilà, mais un peu plus loin, il va dire « Ma fille chérie, je te demande pardon de te parler avec tant de sévérité. » Voilà, on est toujours sur les deux registres. Et ça prouve qu'on peut s'aimer malgré des différences. C'est ça.
C'est ça. Et du coup, pour conclure sur ce livre, en fait, à l'origine, moi j'aurais dû dire ça au début, c'est pas grave. C'était pas, c'était fait pour être lu sur scène. Et du coup, ça a même été mis en scène de façon à être une pièce de théâtre plus complète. Et ça a voyagé dans énormément d'endroits. Ça a été lu pour pas mal de scolaires. Enfin, il y a vraiment un propos presque politique, de pédagogie aussi derrière. Et en fait, ce qui ressort de ça, c'est la foi, pas le sens religieux, mais la croyance qu'un dialogue est possible et qu'il faut maintenir le dialogue, qu'à l'issue du dialogue, on n'aura pas réussi à convaincre l'autre. Mais là, le but, c'est pas ça, c'est d'apaiser les haines, en fait. Et qu'en dialoguant, voilà. Moi, je trouve qu'à l'issue de ce livre, on est très ému, c'est dur, mais il y a quand même une lueur d'espoir que peut-être que pour tous les conflits, quels qu'ils soient, si on arrive au moins à dialoguer, on peut, alors ça fait un peu bisounours, mais pas résoudre les problèmes, mais retrouver le respect de l'autre et diminuer les haines. Voilà. Même à plus petite échelle, ça permet de prendre du recul sur certains comportements un peu sectaires qu'on peut avoir. Enfin, moi, j'utilise le mot sectaire, mais entre guillemets, quoi. Par rapport déjà aux bulles des réseaux, le fait que quelqu'un de gauche ne parlera pas à quelqu'un de droite, et même en tant qu'ami, quoi. Et c'est vrai que dans mon entourage, c'est quelque chose que j'avais quand même pas mal observé, où je voyais certains amis, je me disais, bon, si je les invite tous les deux à cette même soirée qui discute politique, je pense que ça va pas bien se passer, ouais. Et je trouve ça dommage, parce que moi, en tout cas, je prends du plaisir avec ces deux amis-là différents, et pour autant, je pense pas comme eux non plus. Ouais. Voilà. Un hymne dialogue. Eh ben, merci beaucoup pour ces 4 découvertes. Du coup, on vous conseille d'aller voir cette sélection à la librairie L'Établi des mots. C'est Échange et correspondance. Oui. Donc, il y a d'autres livres encore à découvrir autour de ces thématiques-là. Est-ce qu'il y a une actualité dont vous vouliez parler avant la fin de la mission ? Alors, il y a eu une activité rentrée littéraire le week-end dernier où on a présenté quelques livres de la rentrée littéraire. Donc, il y a beaucoup de livres coup de cœur aussi sur la rentrée littéraire. Et il y avait vraiment des choses complètement différentes. Donc, il y a ça dans les rayons de la librairie, si ça intéresse des gens, des romans plus récents, quoi, de la rentrée. Oui, et puis la librairie participe à des événements hors les murs aussi. Je pense là, ce qui me vient en tête, c'est quand il y a des spectacles au Triangle. Voilà, on est présent à la sortie du spectacle. L'inauguration aussi c'est Polyblone, je crois, c'est ça. l'édifice qui va ouvrir. Donc il y a toujours un petit stand de la librairie, quoi. Voilà. Trop cool. Et bon, j'invite nos auditeurs en tout cas à pas vous rendre visite à la librairie. Et c'est déjà la fin de la mission. Merci Alia, merci Dominique. Merci. Merci. Et puis à bientôt sur le Quartier des Ondes. Oui. À bientôt. À bientôt.